Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Le plan anti-sécheresse, très attendu par les agriculteurs, a enfin été dévoilé cette semaine. Plus exactement, le mardi 13 juin. Il s'agit d'un programme censé minimiser les effets du déficit pluviométrique qui a sévèrement impacté la filière agricole et l'élevage, qui s'est aussi répercuté sur les consommateurs par une hausse vertigineuse des prix des fruits et des légumes et des légumineuses. Aujourd'hui, avec notre invité, Driss Laïsaoui, analyste politique, nous allons nous pencher sur les grands axes de ce plan d'action et sur les filières qui vont en bénéficier. Monsieur Laïsaoui, bonsoir. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous recevoir. Merci à vous. Alors, Driss Laïsaoui, nous savons qu'une enveloppe budgétaire de 10 milliards de dirhams a été débloquée, allouée dans le cadre de ce plan anti-sécheresse. Comment sera-t-elle répartie? Je pense que déjà, le Maroc, ce n'est pas la première fois qu'il établit un plan anti-sécheresse. Il avait déjà commencé sous le gouvernement qui était dirigé à l'époque par Seyyid Yousfi, et ensuite ça a continué. Et je pense qu'à ce moment-là, moi je me rappelle, parce que pour avoir été impliqué aussi dans l'élaboration de ce plan anti-sécheresse, il fallait absolument trouver le moyen de compenser tout ce que l'agriculture et l'agriculteur, en tant que revenu, qu'est-ce qu'ils ont perdu. Alors, le travail qui a été fait à l'époque et maintenant, c'est de dire que, par exemple, la céréaliculture, elle fait tant de chiffres d'affaires. L'arboriculture, elle fait tant de chiffres d'affaires. L'élevage fait tant de chiffres d'affaires. Comment on peut réaliser tout ça? Donc, c'est à partir de là que la préservation de ce que l'agriculteur marocain peut engranger comme revenu, comme bénéfice de ces secteurs, tout a été pensé à cela. C'est-à-dire, vous l'avez dit tout à l'heure, ces 10 milliards de dirhams seront très certainement répartis entre des blocs bien distincts. La santé animale, disons, tout ce qui touche à l'irrigation, bien entendu. Trois axes, c'est ça? Trois axes, absolument. Trois principaux axes. Les trois principaux axes. D'abord, la santé animale, il faut absolument trouver le moyen de trouver les mécanismes disons, ce qu'on appelle la prophylaxie des bêtes et des animaux, et à côté de ça, lutter contre toute déperdition de tout ce qui peut toucher donc le cheptel. Oui. Et nous sommes à la veille de l'Aïd al-Adha, qui est quand même une fête religieuse importante. Mais il y a toujours un problème d'offre. Je pense que cette problématique a été résolue en partie parce qu'on a eu recours à des importations ponctuelles de têtes de moutons, mais le reste quand même bien géré parce que il y a des fédérations professionnelles qui ont toujours travaillé dans ce sens-là. Alors, deuxième axe, c'est à côté de la santé animale, il y a bien entendu tout ce qui touche au financement de l'activité agricole. Et aujourd'hui, nous avons le groupe Crédit Agricole, qui est un groupe très fort, qui avait des problèmes pendant un moment à cause des impayés, etc. Donc, de mauvais placement de ces emprunts. Mais aujourd'hui, je pense que le Crédit Agricole est devenu une banque qui gagne de l'argent, une banque qui fait du bénéfice, parce qu'ils ont sorti de son bilan toutes les dettes non recouvrées, toutes les dettes qui étaient suspicieuses aux yeux des spécialistes disons, du financement. Donc, le Crédit Agricole va recevoir de l'argent pour pouvoir soutenir les agriculteurs. Ils sont femmes ou hommes. Il ne faut pas oublier que dans le secteur agricole, c'est les hommes et les femmes qui sont considérés. Ce n'est pas seulement les hommes, les agriculteurs avec un grand A. C'est les femmes et les hommes qui fonctionnent. Et il y a, je pense, un troisième axe. Donc, il y a le financement, la santé animale et, je pense, le secteur des
Comment on l'appelle? Le troisième axe, il y a la protection du capital animal, la protection du capital végétal et le soutien aux filières, ainsi que le renforcement des capacités de financement justement du crédit agricole. Oui, alors c'est les trois. absolument, donc c'est les trois. Et je pense qu'avec ces trois piliers, il n'y aura pas de problème particulier en principe. Oui. Pourquoi? Parce qu'on apporte de manière volontaire de l'argent à un moment où le secteur a besoin de cela. Oui. Et on le fait à travers les opérateurs qui sont dans le secteur, que ce soit les associations professionnelles ou les banques ou les spécialistes qui sont là et qui veillent à la bonne santé de l'agriculture marocaine. Alors, sur les 10 milliards, 1,7 milliard de dirhams sera consacré à la culture de la tomate, de l'oignon et de la pomme de terre, qui sont des produits de base que consomment beaucoup les Marocains. Est-ce que vous pensez que cela suffira à soulager les agriculteurs et à baisser les prix sur le marché qui ont connu des hausses répétitives? L'effet ne sera pas immédiat, c'est sûr. Absolument. Vous êtes en train de dire quelque chose qui n'est pas mécanique du tout. Ah oui. 1,7, c'est vrai, c'est important. 1,7 million de dollars, de dirhams, c'est quelque chose d'important. Mais ça va impacter certainement certains points névralgiques et qui devront faire un effet d'entraînement pour le reste. Oui. Alors, l'augmentation des prix des produits agricoles, elle vient d'où? Elle vient d'abord de la rareté. C'est une question d'offre et de demande. Et surtout, quand l'offre est faible, surtout dans des situations comme celle de cette année, parce que nous avons vécu une année agricole très, très, très compromise. D'ailleurs, le gouvernement l'avait très bien annoncé bien avant. Et le ministère des Finances, qui est le patron, si vous voulez, qui gère tout ce qui est argent, ils étaient là et ils l'ont dit. Et il fallait absolument prendre les précautions nécessaires pour que, justement, on ne puisse pas aller au-devant des difficultés et du danger que représentait le fait qu'il n'y ait pas de pluie. C'est vrai que cette année, nous n'aurons pas une campagne céréalière formidable, record, non. C'est peut-être moyenne, on va dire, moyennement basse cette année. Ce n'est pas la même chose que la campagne précédente, parce qu'on a vécu quand même une campagne extrêmement importante avant. Le Maroc, il a besoin, en termes de céréales, sur les trois céréales, le blé dur, le blé tendre et l'orge, on a besoin de quelque chose comme 10 millions de quintaux. Alors, ça équivaut à la consommation au niveau des, de tout ce qui est utilisé comme pain, comme semoule, etc. Au niveau. Mais cette année-là, on est obligé d'importer un tout petit peu. Donc, l'Office national des céréales et des légumineuses va devoir, parce qu'en fait, c'est ça son rôle aussi, c'est de prévoir les moments de manque et de déficit qu'il y a au niveau de l'approvisionnement. Ça va peser sur la balance commerciale Absolument. Mais l'ONICL fait ses prévisions pour l'importation à long terme. Parce qu'en fait, ils travaillent sur quoi? Ils travaillent sur ce qu'on appelle les marchés à terme. Alors, les marchés à terme, ce sont des marchés où il n'y a pas de prix fixé pour telle ou telle date. On dit que moi, j'ai l'intention d'acheter tant de tonnes ici. Alors, ceux qui vendent vous fixent un prix global. Oui. Et généralement, c'est des choses qui se passent bien. Pour l'agriculture marocaine, je pense, ça ira bien pour l'année prochaine. Pour les cultures maraîchères, pour les légumes, les fruits, il y a aussi tout ce qui est intermédiaire et spéculation et effet psychologique, l'inflation, la rareté, ce qui fait qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas et qui font que les produits arrivent sur le marché à un prix qui, au final, dépasse de loin. Il y a des marges énormes. Absolument. Vous êtes en train de dire, disons, en fait, ce sont les choses qui font le plus mal. Ben oui. Parce que tout ce qui est agrumes, tout ce qui est produit qui s'est échangé sur les marchés, on va dire les marchés de gros, pose problème. Pourquoi? Parce qu'il y a des intermédiaires. Il y a des gens qui n'ajoutent rien. Ils n'ont pas de valeur ajoutée dans le process de fabrication de ces produits et ils sont là parce qu'ils ont acheté
la récolte à un moment donné, et il fixe les prix, et cela se répercute directement et sur il stocke, comme pour la pomme de terre ou l'oignon. La pomme de terre, c'est toujours c'est une problématique qui restera posée. L'oignon, j'ai vu qu'il y a des régions au Maroc où l'on protège l'oignon avec des caillasses, avec des cailloux, pour qu'il ne soit pas touché par le soleil, pour qu'il garde justement son humidité, etc. Et pire, pour la pomme de terre, on les conserve avec les pesticides. C'est une véritable bombe à retardement. Mais les pesticides, c'est le problème le plus grave que nous avons eu. On appelle ça le ptata diel l'asha, qui est très demandé chez les snacks et tout ça, parce qu'elle est croustillante. Mais elle n'est pas bonne pour la santé. Ben non, parce qu'on ne respecte pas le dard. Il y a l'infiltration, c'est terrible. C'est un véritable empoisonnement. Alors, le chef du gouvernement qui a présidé ce mardi la réunion avec les ministères et départements concernés a procédé aussi à la signature d'une convention cadre entre le gouvernement et les professionnels du secteur. Ils étaient tous présents de l'agriculture. Sur quoi porte exactement cette convention ? C'est une convention qui permet au gouvernement, donc au chef du gouvernement bien entendu, et au ministère des Finances, ministère du Budget, etc., de regarder, surtout avec le Crédit Agricole, le groupe du Crédit Agricole, et les professionnels des différents secteurs, de se dire on va travailler ensemble pour sauver ce qui peut l'être en termes de campagne agricole. Et pour cela, il y a un certain nombre de mesures à prendre, que ce soit pour le financement, pour la prophylaxie des animaux, etc., etc. Et tout cela fait en sorte qu'on est avec un package de sauvegarde de l'agriculture marocaine qui est garanti par les acteurs. Et ça, c'est le plus important. Parce que si les acteurs sont absents, s'ils ne sont pas impliqués, s'ils sont absents, s'ils ne donnent pas leur accord sur ce qui va se faire, ben, il faut vous faire du souci parce que ce sont ces gens-là qui eux-mêmes décident d'augmenter les prix ou de les baisser. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le gouvernement du Maroc est un gouvernement responsable. Il ne peut pas laisser les choses aller à l'abandon. Il ne peut pas laisser les choses se faire comme ça sans avoir la certitude que quelque part, il y a une garantie pour que les choses se fassent dans le bon sens. C'est ça le plus important. Donc cette convention est très importante pour mettre tout le monde devant ses responsabilités. Absolument. Alors, ce plan d'action, c'est un peu un plan d'urgence pour sauver cette saison. Mais en plus de cette enveloppe budgétaire exceptionnelle, le gouvernement s'est engagé à déployer des efforts et des actions sur le moyen terme pour rétablir progressivement les équilibres des différentes filières et restaurer la dynamique de tous les secteurs productifs affectés par la crise. Quelles sont, selon vous, les actions prioritaires à entreprendre pour soutenir ce secteur en grande souffrance depuis quelques années déjà ? Ce qu'il y a à faire, très sincèrement, je vais vous le dire, c'est d'abord, il faut agir directement sur les déterminants des prix au niveau du secteur agricole. Et les déterminants, ils sont connus. Et ceux qui dirigent justement ces mouvements de prix, ils les connaissent. Donc ces gens, il faut absolument agir auprès d'eux. Les céréales, on sait qu'on a l'Office des céréales qui importe au nom de l'État marocain. Et il pourra justement programmer toutes ces importations de manière responsable et directe. Il y a également un travail à faire pour tout ce qui est animal, protection des animaux, prophylaxie, etc. Tout ça doit être pris avant que cela ne paraisse. Et il y a aussi le problème de l'importation des céréales, surtout de l'orge qui est utilisée comme aliment de bétail. Et le problème de cette importation, ça pose, c'est-à-dire il vous faut un stockage. Le stockage doit être sain. Il ne faut pas qu'il y ait d'infiltration de produits phytosanitaires, etc. Donc tout ça, il faut faire ce travail de la manière la plus professionnelle qui soit.
Et je pense que nous avons au Maroc assez d'intermédiaires et d'organismes professionnels qui peuvent prendre cette responsabilité avec beaucoup de bonheur. Ça, c'est pour le moyen terme. Est-ce que vous ne pensez pas que pour le long terme, il faudrait revoir toute notre politique agricole au vu des changements qu'on a subis, la rareté de l'eau? Maintenant, on sait que la sécheresse est endémique, qu'on est un pays semi-aride et que les cultures qu'on faisait avant ne sont plus adaptées à ce climat. C'est une problématique que vous posez. C'est vraiment... Ça demande du temps, je sais. Ça demande du temps, mais je suis tenté de vous répondre. À long terme, on sera tous morts. Bon, je ne vais pas être comme Keynes, John Maynard Keynes, mais je vais vous dire une chose. Pour ce qui est du long terme, je pense qu'il y a une réflexion qui a été menée pendant longtemps sur ce qu'on appelle les plantes aromatiques, sur par exemple l'utilisation et le développement de filières comme celle de l'huile d'olive. Parce que l'huile d'olive est quelque chose quand même d'extrêmement important. On n'arrive pas. Et on a remarqué qu'au Maroc, il y a de plus en plus de possibilités de développement de cette filière que l'on ne soupçonne même pas. Parce qu'auparavant, on exportait les olives à l'état brut. Maintenant, il faut les traiter. Il faut faire en sorte que ces olives puissent être exportées dans des formats à même de les utiliser, de les consommer là où ils vont. Oui. Parce que nous exportons sur l'Europe, sur les États-Unis d'Amérique, il ne faut pas l'oublier. Nous exportons aussi sur le Canada et très peu sur les pays, sur l'Asie, sur la Russie, etc. Mais même si, par exemple, les exportations sur la Russie n'ont pas été affaiblies, nous avons toujours une possibilité avec les Russes, tout ce qui touche à la pêche pélagique. Donc le poisson noir, comme ça, ils le pêchent, ils ont une préférence pour ça. Donc, si on arrive à gérer toutes ces choses de cette manière, je pense que le long terme pourra être évité, au moins en ce qui concerne la catastrophe. Pourquoi ? Et puis ce sont des cultures qui ne sont pas gourmandes en eau. Elles ne sont pas du tout gourmandes en eau, parce qu'on a parlé des cultures aromatiques, il y a un certain nombre de cultures de plantes importantes, très peu consommatrices d'eau. Plus que ça, aujourd'hui, les techniques d'utilisation de l'eau sont devenues très développées. Et on sait exactement combien peut consommer tel ou tel type de... Donc l'agriculture est amenée à se spécialiser et à devenir une spécialisation tellement pointue que véritablement, pour être agriculteur, il faudra disposer d'une belle formation, d'un très haut niveau qui permette aux gens de suivre un peu les composantes de leur agriculture. C'est clair. Alors il y a bien sûr les facteurs endogènes qu'on connaît tous, les changements climatiques, la sécheresse, désormais endémique comme on l'a dit, mais à cela s'ajoutent des facteurs exogènes, la conjoncture internationale, qui pèsent de leur poids. À quel point ces facteurs exogènes et externes ont-ils impacté le secteur agricole marocain et quelles filières ont été touchées plus que d'autres? On sait que pour les intrants, pour alors, vous êtes en train de poser le problème de l'interne et de l'externe. Il est vrai que disons, les facteurs externes, ils ont été importants. Parce que, par exemple, pour cette année, il y a eu la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et avec ces gens qui sont des pourvoyeurs, de gros pourvoyeurs en termes, disons, sur le plan alimentaire, par exemple, pour l'Asie, ils leur exportent du riz. Nous, en ce qui concerne, c'est les huiles. C'est un certain nombre de choses qui rentrent dans la consommation de tous les jours. Pour l'Europe, c'est la même chose. Nous sommes avec des partenaires européens avec lesquels nous avons signé des conventions de partenariat, mais malheureusement, ça ne marche jamais comme on l'a souhaité. Pourquoi ? Parce que, d'abord, on a fait copier-coller d'un certain nombre de variantes qui étaient cultivées ici, alors que les Européens ont terminé avec ces cultures.
on commence d'autres choses. Autre élément, c'est l'utilisation de l'eau. On n'a pas encore compris qu'on était un pays semi-aride, où la sécheresse est un facteur structurel. On commence à l'assimiler. Cette année Absolument, il faut le comprendre, l'assimiler, oui. Et nous sommes véritablement dans une phase de transition. Et il faut absolument dire aux gens, attention, vous n'êtes pas dans un pays où il n'y a pas de problème de l'eau, nous avons des problèmes d'eau. Il faut le gérer. Et d'ailleurs, nous regardons les pays autour de nous, par exemple la France, ils ont des problèmes de sécheresse énormes, oui. Ils ont des feux de forêt, même au Canada aussi. Oui, l'Espagne, n'en parlons pas, le sud de l'Espagne. Le Portugal, l'Espagne, etc. Donc, nous sommes dans un système. Les changements climatiques sont des changements tellement graves qu'ils affectent le présent et le devenir de l'agriculture et de notre écosystème. Alors, les 10 milliards de dirhams, c'est un effort énorme, mais il y a des sceptiques, notamment les petits exploitants, qui, tout en saluant cette bonne initiative, craignent que ces mesures n'aient qu'une portée limitée et surtout, ils ont peur d'une mauvaise répartition, justement une répartition équitable des subventions et ils souhaitent que les régions les plus impactées soient favorisées parce que, d'après eux, ils ont vécu de mauvaises expériences par le passé et des dérapages dans d'autres opérations de subvention. Et comment éviter que cela se reproduise? Quel système de contrôle, justement, avons-nous, puisque le chef de gouvernement a insisté lors de cette réunion à la mise en œuvre optimale et au respect de l'échéancier arrêté. Et puis, la mise en œuvre optimale, c'est justement ce dont parlent les petits exploitants qui sont souvent lésés. C'est des petits exploitants qui ont raison. Ils connaissent le système. Ils savent que ceux qui seront servis sont ceux qui sont proches de la source, qui distribuent justement ces moyens. Donc, je pense, à mon avis, il y a un moyen, d'ailleurs, depuis le départ, depuis la création du plan de lutte contre les effets de la sécheresse dans ce royaume. Et ils avaient mis en place des lignes téléphoniques pour appeler est-ce qu'il y a un problème ici. Ils ont même ils ont arrêté d'un certain nombre de personnes, ils les ont mis en prison parce qu'ils ont volé tel ou tel... Même dans le cadre du plan Maroc Vert, je ne veux même pas parler de ça, parce que le plan Maroc Vert c'est un projet formidable, mais... Il est formidable, mais l'application... Mais c'est son problème. C'est le problème de la mise en œuvre. Qui connaît aujourd'hui ce que c'est que ce plan de Maroc Vert? À part quelques présentations PowerPoint, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien derrière. C'est ça le problème. On n'arrive pas à intérioriser ces choix. Et en fait, c'est quoi le plan Maroc Vert? C'est une industrialisation d'une bonne partie de l'agriculture et le fait de réserver dans un pilier 2 tout ce qui touche à l'agriculture vivrière, un certain nombre de mesures, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les petits vont toujours se plaindre de ce qui se fait derrière leur dos. Mais à raison. Ils ont raison. Moi, je souscris à leur doléance. Dernière chose, parce qu'on a débordé, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour éviter les scénarios du passé, notamment en ce qui concerne les petits exploitants et qui sont nombreux, la culture vivrière ou bien qui vendent sur le marché local. On ne parle pas des grands agriculteurs exportateurs. Vous savez, eux, ils n'ont pas de problème. C'est très difficile à gérer ce genre de choses. Pourquoi? Parce que c'est toujours les petits qui se font avoir. C'est toujours les petits qui se font mordre par le système lui-même. Oui, mais est-ce qu'il y a un système de contrôle il y a toujours un système de contrôle, mais le problème, c'est qui va l'actionner, qui c'est qui va le contrôler, où est-ce qu'on va aller, vers où on va évoluer. C'est ça le problème. Ce sont des questionnements infinis qui restent posés pour dire tel ou tel système est indemne de toute transaction malsaine. Parce que ces petits exploitants qui vivent de ça, on voit l'appauvrissement dans le monde rural,
C'est un véritable danger. Oui, D'ailleurs, leur oui. paupérisation, l'exode rural, Oui. il n'y a pas de travaux dans la ville, Absolument. avec tout ce qui s'ensuit, parce que c'est de véritables Mais crises ce sociales. que vous êtes en train de dire, c'est Comment faire pour les garder chez eux, pour qu'ils continuent à pratiquer, eux et leurs ils enfants, ne veulent pas leur garder, ils activité. veulent pas rester chez eux. Parce qu'il n'y a C'est pas les l'immigration, parce c'est qu'il y a la pas les- source. parce qu'il n'y a pas les conditions C'est les pour les sources. retenir. C'est la source essentielle de l'immigration, disons, de la campagne vers la ville. Et ça, c'est un mouvement qui est connu. Et ce n'est pas l'agriculture qui va développer. En fait, on assiste à quoi? C'est l'agriculture qui développe le monde urbain. Et à aucun moment, les gens de la ville se disent « Ah, c'est grâce à la campagne qu'on a fait ceci ou cela ». On va rester dans le déni le plus total. Oui. Et je pense que les petits agriculteurs, ce sont eux qui ont raison et ils vont continuer à avoir raison. Merci beaucoup, DCSE, analyste politique, pour cet éclairage. Et à très bientôt, j'espère, cher monsieur. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.